Bonjour à tous, mon nom est Martin Noël, président de la Corporation financière Monétis et au nom de la Bourse de Montréal, me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire intitulé La négociation des options, mythes et réalités. Avant de commencer, notre petit avis de non-responsabilité. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait est à titre de formation et d'information et rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Il est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Au menu aujourd'hui, nous verrons les options comme une alternative. Ensuite, nous élaborons quelques idées préconçues au niveau de la prime des options, de la profitabilité, de la valeur des options à échéance et de la vente d'options d'achat couvertes. Commençons tout d'abord avec les options comme une alternative. Les options sont une alternative à quoi? Eh bien, plusieurs investisseurs désirent trouver une alternative à l'approche passive en la gestion de portefeuille et les options, eh bien, sont appropriées pour ce faire. C'est-à-dire qu'on peut euh, acheter des options d'achat, par exemple, en remplacement des actions qu'on a dans notre portefeuille. Donc, les options offrent une multitude de stratégies qui permettent de rencontrer les objectifs de placement des investisseurs. Donc, elles permettent, les stratégies d'options, de moduler notre risque au niveau désiré. Cependant, elles sont parfois grandement incomprises par le public en général. Donc, au niveau des mythes et idées préconçues, eh bien, euh, euh, c'est le manque de compréhension des options qui renforce les mythes et les idées préconçues qu'on peut se faire au niveau des options. Euh, Souvent, eh bien, on peut être découragé d'utiliser les options par des gens qui sont mal informés, qui ne connaissent pas la nature des options. Donc, il est important de bien connaître la nature des options avant de les utiliser, bien entendu. Donc, voyons quelques exemples d'idées préconçues. Donc, la première, c'est que les options sont risquées. Donc, bien entendu, les options sont risquées, mais aussi, comme le sont tous les instruments financiers, le fait de détenir des actions dans un portefeuille, on introduit un risque dans notre portefeuille. Donc, on fait face à un risque, comme on peut le voir à l'écran présentement. Eh bien, lorsqu'on détient des actions, eh bien, il est possible de perdre la valeur entière des actions qu'on possède. Notre potentiel de gain, il est illimité. Lorsqu'on observe le potentiel de profits et pertes sur une option d'achat, eh bien, on va se rendre compte qu'également, notre potentiel de profit, il est illimité. On n'a pas de limite sur le pourcentage de gain qu'on peut faire euh, en fonction d'une hausse dans le prix du titre. Cependant, à la baisse, notre profil est limité. Donc, notre profil est différent de celui de la détention des actions. Donc, on ne peut pas dire qu'en général, les options sont plus risquées que les actions. C'est notre utilisation des instruments financiers qui va faire en sorte qu'on aura plus ou moins de risques dans notre portefeuille. Donc, on peut spéculer avec des actions, on peut aller sur marge, augmenter notre niveau de risque. On peut faire au niveau des options d'achat, par exemple, ou des options de vente. On peut les utiliser pour spéculer, se protéger, pour générer des revenus. Donc, on peut les utiliser de différentes façons. Et donc, on peut utiliser les options pour réduire les risques. Donc, en soi, les options ont un risque particulier. Il faut bien connaître la nature du risque, mais rappelons que chaque approche, chaque stratégie qu'on va mettre en place a son propre profil de rendement et de risque. Et donc, les options vont nous aider à moduler le niveau du risque de nos stratégies à un niveau acceptable. Ça, c'est bien, bien important. Un autre mythe qui est véhiculé, c'est l'effet que les options de vente sont plus risquées que les options d'achat. Donc, rappelons que euh, les options de vente sont évaluées en fonction des probabilités de hausse ou de baisse dans le prix du titre. Et que, comme on peut le voir à l'écran ici, lorsque je détiens une option d'achat, donc en bleu ici, eh bien, à l'inverse, je peux détenir aussi une option de vente. Eh bien, l'option de vente, quand j'achète une option de vente, eh bien, j'achète les probabilités que le titre baisse. Quand j'achète une option d'achat, je mise sur les probabilités que l'option augmente
les probabilités de hausse ou de baisse, lorsqu'un titre a un certain prix, eh bien, selon la théorie de la finance, le titre a autant de chances d'augmenter que de baisser. Peut-être qu'à long terme, on entend parler qu'il y a un billet positif, qu'il y a un billet à la hausse, mais lorsqu'on observe le prix d'une action à un moment donné, ce potentiel de hausse ou de baisse, il est déjà inclus dans le prix du titre. Si un titre avait beaucoup plus de potentiel d'augmenter, par exemple, jusqu'à demain matin, eh bien, on assisterait à une hausse dans le prix du titre. Donc, à chaque fois qu'on observe un prix sur un titre, ça prend en considération toutes les probabilités de hausse et de baisse et le marché évalue à son prix juste. À chaque fois que le prix du titre atteint un niveau, c'est un consensus qui se fait à l'effet qu'il y a autant de chances d'augmenter que de baisser sur le prix du titre. Donc, les probabilités étant identiques, eh bien, les options de vente ou d'achat ne sont pas plus risquées une que l'autre. C'est plutôt le choix de la stratégie. Est-ce que je vais choisir, est-ce que je pense que le titre va augmenter, est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que quand je pense que le titre va baisser, est-ce que j'ai raison? Et donc, c'est plus le choix de la direction qui va être risqué, non pas le produit lui-même. Donc, c'est au niveau de la stratégie qu'on va mettre en place. Également, donc si on pense qu'une option d'achat ou une option de vente, lorsqu'on les compare, donc on vient de déterminer que le risque est identique, c'est-à-dire il est différent, bien sûr, il y a un potentiel de hausse, un potentiel de baisse, mais au niveau du risque, les risques sont identiques, mais c'est plutôt la vente d'une option d'achat par rapport à l'achat de l'option d'achat qui a un risque différent. Et donc, observons ici que lorsque je détiens une option d'achat, on voit que mon potentiel de profit est illimité, mais si je vends une option d'achat, j'obtiens le profil inverse à l'achat de l'option d'achat. Et donc, ma perte, elle est illimitée. On voit ici que de détenir une option d'achat, ma perte, elle est limitée à la prime que j'ai payée. Je ne peux pas perdre plus que la prime que j'ai payée. Mais quand je vends l'option d'achat, vous voyez que là, ma perte, moi, elle est illimitée. Donc, le risque de vendre une option d'achat, c'est plus risqué que d'acheter l'option d'achat. Ça, ici, on peut voir la différence à ce niveau-là. Il en serait de même avec la vente d'une option de vente. Donc, c'est plutôt de voir, c'est la stratégie qu'on va utiliser qui va déterminer le niveau du risque et non pas à savoir si une option d'achat et une option de vente a un risque différent. On entend souvent parler que les options sont un jeu à somme nulle. Donc, lorsqu'on observe le profil de profits et pertes par exemple ici, de l'achat de l'option d'achat par rapport à la vente de l'option d'achat, on observe également, effectivement, que c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un jeu à somme nulle? C'est un jeu où les gains proviennent des pertes de la contrepartie. Donc, quand j'achète une option d'achat, il y a quelqu'un qui va me vendre cette option, qui va établir une position vendeur et qui aura ce profil inverse au mien. Et donc, tous les profits que je vais faire vont venir de la perte de la contrepartie. Il en va de même que lorsque je détiens une option d'achat et que je subis une perte parce que le titre a baissé sous le prix levé, eh bien, ma perte, ce sera un gain pour le vendeur de l'option d'achat. Donc, en effet, c'est un jeu à somme nulle à cet égard. Mais rappelons que lorsqu'on prend une stratégie sur des options, eh bien, il est très rare qu'on ne prend qu'une seule stratégie. Donc, il peut y arriver, bien sûr, qu'on est directionnel, on veut acheter une option d'achat, mais celui qui va nous vendre cette option d'achat-là peut vouloir mettre en vente son titre. Donc, il détient les actions. Donc, l'ensemble de sa stratégie, il faudrait évaluer tout ça avec l'ensemble des positions que chaque intervenant détient. Donc, lorsqu'on prend en considération l'ensemble des positions, eh bien, on va s'apercevoir que les participants ont des objectifs différents et que quand j'achète une option d'achat, je peux avoir une visée directionnelle, mais aussi une visée de protéger, de couverture, donc de me protéger contre une hausse dans le prix de l'action ou pour fixer un prix d'achat.
Je peux acheter une option de vente pour tirer avantage d'une baisse, mais aussi pour me protéger contre une baisse dans le prix de mes actions. Quand je vends une option d'achat, bien, c'est peut-être parce que je veux mettre en vente, je suis prêt à vendre mes actions. Donc, les deux, donc le vendeur de l'option d'achat et l'acheteur de l'option d'achat pourraient, à terme, dégager un profit. Donc, moi, je vends mes actions et je réalise un profit sur la vente de mes actions. En plus, j'ai encaissé une prime. Donc, j'ai un profit qui est fonction de mon objectif et l'acheteur de l'option d'achat pourrait également générer un profit qui serait fonction de son objectif. Donc, tout le monde pourrait y trouver son gain. Donc, sur une position en particulier, bien sûr, lorsqu'on compare l'achat d'option d'achat par rapport à la vente de l'option d'achat, c'est un jeu à somme nulle, mais si on prend l'ensemble du marché, ça devient beaucoup plus complexe que de simplement dire que c'est un jeu à somme nulle. Lorsqu'on compare, lorsqu'on parle d'options sur action, souvent on va penser que toutes les options sont identiques. Donc, comparons les options sur action et les options sur indice, par exemple. Bien que les options sur indice soient évaluées avec les mêmes paramètres que les options sur action, leurs caractéristiques sont différentes. C'est-à-dire que c'est une valeur sous-jacente qui est différente. La procédure d'exercice et d'assignation est différente des options sur action. Le règlement et la taille du contrat également. À cet égard, voici un tableau comparatif des options sur action aux options sur indice SXO qui portent sur l'indice S&P TSX 60. Donc, au niveau de la valeur sous-jacente, bien sûr, toutes les options sur action n'ont pas la même valeur sous-jacente, mais elles ont des actions qui sont de titres qui sont admissibles à l'inscription d'options. Et les options SXO portent sur l'indice S&P TSX 60. Au niveau du multiplicateur du contrat, donc de la taille du contrat, une option sur action porte généralement sur 100 actions. Donc, on va multiplier la prime par 100, donc la prime en dollars par 100, alors que pour une option SXO, on aura ici la valeur du contrat, on va multiplier ça par 10. C'est-à-dire que les options se négocient en points d'indice, qu'on va multiplier par 10 canadiens par point d'indice. Donc, c'est une taille de 10, on n'a pas une taille de 100 par rapport aux options sur action. Donc, il faut être bien conscient des différences entre ces options-là. Au niveau de l'exercice et de l'assignation, les options sur action sont de style américain. C'est-à-dire que ce sont des options qui peuvent être exercées en tout temps. Donc, avant la fin de l'échéance, on peut décider d'exercer les options sur action, mais on ne peut pas le faire sur les options sur indice puisque ce sont des options qui sont de style européen. Et ça n'a rien à voir avec les continents, là, ça n'a rien à voir avec le fait que ça se négocie en Europe ou pas. C'est seulement pour les distinguer au niveau de l'exercice et de l'assignation. Ce sont donc des options qui ne peuvent être exercées qu'à l'échéance. On ne peut pas les exercer avant. Donc, c'est une principale différence. Au niveau du règlement, lorsqu'on exerce une option sur action, on va recevoir les actions sous-jacentes ou on va les livrer. Alors que pour l'option SXO, eh bien, on va recevoir des dollars canadiens en espèces. C'est-à-dire qu'on va on va recevoir la différence entre le prix au marché, donc la valeur positive entre le prix du marché et le prix de levée. Et donc, c'est ce qu'on va recevoir. On ne reçoit pas l'indice. On ne peut pas recevoir l'indice, c'est une statistique. Au niveau du dernier jour de négociation, la principale différence, c'est que l'option vient à échéance, les options sur action viennent à échéance le troisième vendredi du mois d'échéance, ou s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le premier jour ouvrable précédent. Et pour les options SXO, le dernier jour de négociation, c'est le jour ouvrable précédent le troisième vendredi. Donc, ce sont les principales. Donc, c'est le jour précédent par rapport aux options sur action, où ce sont le troisième vendredi du mois. Donc, pour les options mensuelles, bien sûr, des options hebdomadaires qui viennent à échéance les vendredis, là, donc sur certains titres, bien entendu. Donc, au niveau par exemple, de l'échéance, la date d'échéance, eh bien, c'est le troisième vendredi du mois pour les options sur action. C'est également le troisième vendredi du mois d'échéance, sauf que c'est à l'ouverture. Donc, il n'y aura pas de négociation cette journée-là pour les options SXO.
Allons voir du côté de la prime des options maintenant. Donc, les options, on dit que les options à faible prime devraient être privilégiées puisqu'elles sont bon marché. Donc, lorsqu'on observe une prime d'option, par exemple, de 10 cents, 20 cents, 40 cents, donc à faible prime, il faut se poser la question, pourquoi ces options sont-elles si bon marché? Bien, le marché des options évalue les options en fonction de toute l'information qui est disponible. La prime des options est fonction de la probabilité que l'option soit en jeu à l'échéance. Donc, ça, c'est bien, bien important. La prime des options représente le consensus du marché et par conséquent ne donne aucun avantage à l'acheteur ou au vendeur. C'est un consensus qui s'établit au moment de la négociation et en principe. Donc, aucun avantage qui est donné à un ou à l'autre. Mais chaque option a une certaine probabilité qu'elle soit en jeu à l'échéance. Donc, plus une option vaut cher, donc plus la valeur de l'option est élevée, comme on peut le voir à l'écran, en bleu, ça, c'est la prime de l'option. Donc, la valeur de l'option, on compare qu'avec une option sur un titre égal à 100 donc une option avec un prix de levée de 80 donc on a une valeur d'à peu près 23 pour cette option-là. Puis on va remarquer que bon, la prime de l'option, elle est divisée en deux, c'est-à-dire valeur intrinsèque et valeur temps. La valeur intrinsèque, c'est la différence entre le prix au marché et le prix de levée, donc pour une option d'achat. Donc, dans ce cas-ci, on a 20 de valeur intrinsèque, 100 moins 80. Et donc, l'excédent, ça représente la valeur temps de l'option. Mais la valeur de l'option comme telle, c'est 23 Cette option-là, on a payé 23 pour l'acheter. Maintenant, une option avec un prix de levée de 90, on a une valeur intrinsèque de 100 moins 90, on a 10 de valeur intrinsèque. On a une option qui vaut à peu près 16 donc, on a 6 de valeur temps, l'excédent de la valeur intrinsèque. Mais au total, l'option vaut 16, donc elle vaut un peu moins cher que celle-ci. Pour l'option en parité, on a une prime d'à peu près 11 10 et demi à peu près, 11 Et donc, on n'a aucune valeur intrinsèque, 100 moins 100 zéro. Et donc, toute la valeur temps de l'option représente la valeur de l'option. Il en va de même. Pour un prix de levée de 110, on est à peu près à 7 aucune valeur intrinsèque, 7 de valeur temps, et on est à 4 pour une option avec un prix de levée de 120. Donc, ce sont des options d'une échéance d'une année. C'est donc dire que lorsqu'on observe que plus le prix de levée augmente, plus la valeur de l'option diminue, et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins de chances d'être en jeu à l'échéance. Plus le prix de levée est élevé et faible, donc plus la valeur intrinsèque est élevée, plus la prime de l'option est élevée, c'est parce qu'on a plus de chances que cette option-là ait une valeur à l'échéance. Donc, c'est fonction de cette probabilité-là. Et donc, le fait qu'on achète une option dont la prime est moins élevée qu'une autre, eh bien, c'est tout simplement parce que cette option-là a moins de chances d'avoir une valeur à l'échéance et donc on a plus de chances de perdre 100 de la valeur de l'option. Maintenant, au niveau de la profitabilité. Donc, il est souvent mentionné que les options coûtent trop cher. C'est peut-être lié au fait que lorsqu'on achète des options, par exemple, certains investisseurs ont de la difficulté à générer des profits ou quoi que ce soit. Donc, il faut trouver une raison. Les options coûtent trop cher. Rappelons d'abord que les metteurs de marché évaluent les options en fonction de toute l'information disponible et que ça représente un consensus. Donc, à chaque fois qu'on fait une transaction, c'est le consensus du marché. Donc, si les options coûtaient vraiment trop cher, eh bien, il y a plusieurs alternatives qui seraient disponibles pour les investisseurs. C'est-à-dire que si la prime de l'option est trop élevée, à ce moment-là, on peut les vendre. On peut vendre les options, il est possible de le faire.
Et donc, quand on parle des intervenants du marché, on parle des autres maintenants de marché également, on parle de tout le monde. Si la prime est trop élevée, rien qui nous empêche de vendre ces options-là. Si la prime est trop faible, ben, on a tout simplement qu'à acheter les options. Et donc, de dire que la prime de l'option est trop élevée, elle coûte trop cher, ce n'est pas suffisant, puisqu'on a la possibilité d'intervenir. Et l'ensemble des marchés, peut-être que nous, on ne veut pas intervenir particulièrement, mais le marché en général va faire en sorte que la prime va baisser si l'option est trop chère, ou elle va augmenter si l'option est trop faible, si le prix de l'option est trop faible. Donc, plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour financer le coût des options. Si on trouve que la prime est trop élevée à notre goût, à nous, et que le marché considère que c'est le consensus, à ce moment-là, on peut mettre en place différentes stratégies pour réduire l'impact de cette prime qui est trop élevée, pour réduire justement, c'est financer le coût de cette option-là. On peut établir des écarts sur haussier ou baissé ou peu importe, en fonction de notre stratégie. On entend souvent parler aussi que les commissions et les coûts acheteurs-vendeurs sur les options sont trop élevés pour que cela soit rentable de négocier des options. Bien, rappelons que chaque titre sous option possède ses propres caractéristiques de liquidité. Donc, certains titres ont des écarts plus serrés que d'autres, mais rappelons qu'en général, plus un titre a un volume en actions et en options élevé, plus les écarts sur options sont serrés. Donc, c'est une règle qu'on retrouve même sur les actions elles-mêmes. Plus une action a du volume que la négociation, plus les écarts sont restreints et plus un titre est inactif, plus les écarts sont élevés, il y a moins d'intérêt, il y a moins d'investisseurs qui veulent acheter ou vendre ce titre-là et on va voir les écarts s'élargir. Donc, c'est un principe de base. Au niveau de l'impact de la commission, eh bien, rappelons que dans le fond, la commission, elle est fonction beaucoup de la taille des positions qu'on va mettre en place. Plus je vais négocier avec de forts volumes, plus mon taux de commission va baisser. Et donc, à cet égard, je vous invite à consulter la grille de tarification de votre courtier pour en savoir davantage sur les niveaux de commission que vous pouvez payer en fonction justement de la taille. Un autre point qui est mentionné, c'est que lorsque j'achète des options, souvent, il est mentionné que le titre fait du surplace, qu'on peut perdre la prime entière de l'option. On peut perdre tout notre argent. Donc, c'est à la fois vrai, mais à la fois faux. C'est-à-dire que ça dépend du prix de levée qu'on aura choisi. Donc, à cet égard, je reproduis le tableau qu'on a vu précédemment. Donc, on a la prime d'une option d'achat. Donc, le titre se négocie à 100 $. On a les prix de levée de l'option et on remarque que pour les options avec un prix de levée de 80 et de 90, on a une valeur intrinsèque. Donc, si le prix du titre fait du surplace, une chose est certaine, c'est qu'à l'échéance, eh bien, on ne peut pas avoir moins que la valeur intrinsèque de l'option. Donc, déjà au départ, si on achète une option qui est en jeu, donc il y a une valeur intrinsèque, à ce moment-là, le minimum qu'on peut avoir, c'est cette valeur intrinsèque-là. Donc, on ne perdra pas 100 % de la prime de notre option. Ce qu'on va perdre, cependant, c'est la valeur temps de l'option. C'est l'excédent de la prime de l'option par rapport à la valeur intrinsèque. Et là, ça, on sait qu'on va perdre cette valeur-là. Donc, ici, on a 23 $ comme de valeur pour l'option, 20 $ de valeur intrinsèque. Donc, on a 3 $ de valeur temps. Et ça, on est sûr de perdre ce 3 $-là jusqu'à l'échéance de l'option. Donc, à ce niveau, oui, on va perdre toute valeur temps de l'option. Pour ce qui est de l'option avec un prix levé de 90, donc une option d'à peu près 16 $, eh bien, on a l'excédent, c'est 6 $ du 10 $ de valeur intrinsèque. Et donc, on va perdre 6 $ de valeur temps sur cette option. Mais on ne perdra pas 100 % de la prime, puisque ça va s'arrêter à la valeur intrinsèque. Et là, ce qui est intéressant, donc, remarquez que lorsqu'on achète des options à parité, donc des options dont le prix d'exercice est égal au prix du titre, eh bien, ou des options hors jeu, donc une option d'achat ici
dont le prix d'exercice est supérieur au prix du titre, eh bien, on a 100 de valeur temps. Et là, c'est vrai que si on achète une option avec zéro valeur intrinsèque, on risque de perdre, si le titre fait du surplace, on risque de perdre 100 de la valeur de l'option. Donc ça, il faut faire bien attention à ce qu'on achète. Mais on ne peut pas, de manière générale, dire que si on achète des options, on va perdre 100 de la valeur de l'option. Si le titre fait du surplace, on va perdre seulement la valeur temps et on ne perdra 100 de la prime de notre option seulement si cette prime-là est égale à 100 de valeur temps. Bon, c'est bien d'éclaircir ce point-là. Donc, ce sont des caractéristiques standards qu'il faut connaître au sujet des options. Il est souvent fait mention, et donc c'est un préjugé qui circule, que les mainteneurs de marché ont une emprise sur le cours des options et le manipulent en fonction de leurs propres intérêts. Rappelons au départ qu'une transaction, on a un détenteur et on a un vendeur. Donc, un détenteur et un signataire qui font une transaction un envers l'autre. On peut faire une transaction directement avec une contrepartie, peut-être un autre investisseur, mais la majorité du temps, ce sont des mainteneurs de marché qui offrent une liquidité minimale et qui sont la contrepartie dans la plupart des transactions qu'on va faire sur le marché des options. Donc, ils vont le mainteneur de marché devient en fait le signataire des options qu'on achète ou va devenir le détenteur des options qu'on va vendre. Ce n'est pas 100 des transactions, bien sûr, mais ça représente, je pense que les statistiques n'ont pas dû changer depuis quelques années, ça représente habituellement à peu près 50 des transactions qu'on va effectuer. On risque de le faire contre un mainteneur de marché. Donc, ça, c'est une règle qui est un peu partout là, dans le monde des options. Bien sûr, certains titres qui sont très, très extrêmement actifs où là, ça peut être différent. Mais de manière générale, si on prend l'ensemble de toutes les options qui se négocient, c'est généralement le cas. Donc, les mainteneurs de marché vont fournir de la liquidité. Ce sont des firmes de courtage participantes au marché des options qui acceptent de prendre des positions d'une quantité minimale sur un titre en particulier afin de faciliter la négociation des options. On veut qu'on puisse entrer et sortir le plus rapidement possible de nos positions avec des quantités et des prix minimaux. Donc, suite à la réception d'un ordre, le mainteneur de marché va tenter d'exécuter cet ordre à même son inventaire ou en prenant une position de couverture sur un autre instrument. Donc, comme on peut le voir, si j'achète une option et donc le mainteneur de marché me vend cette option-là, eh bien, le mainteneur de marché va vouloir se protéger en achetant d'autres options ou peut-être en allant acheter la valeur sous-jacente. Il en va de même lorsque le signataire, un vendeur, veut vendre des options au mainteneur de marché ou à un autre participant, mais lorsque une transaction se fait entre les mainteneurs de marché, eh bien, le mainteneur de marché va acheter des options et va vouloir soit revendre d'autres options ou aller se couvrir sur le titre. Donc, les mainteneurs de marché sont souvent la contrepartie, comme je le mentionnais, des investisseurs. Et on peut se poser la question, est-ce que les mainteneurs de marché prennent des positions directionnelles? Donc, est-ce qu'ils peuvent avoir un biais haussier ou un biais baissier? Bien entendu, ce sont des participants au marché. Et donc, les mainteneurs de marché vont se couvrir. Ils vont essayer d'établir des stratégies qu'on appelle delta neutre. C'est-à-dire d'essayer d'avoir le moins d'impact possible, d'être indifférent donc face aux mouvements, aux fluctuations du marché, mais ils peuvent orienter ce niveau-là de delta en ayant un delta positif. Le delta, c'est la sensibilité, par exemple, des options face à un mouvement dans le prix du titre. Donc, si, par exemple, on va dire que si le titre augmente d'$1, que j'ai un delta de 50, par exemple, donc 0,5, ça veut dire que sur $1,
bien, mon option va augmenter de 50 d'un dollar, de 50 cents. Donc, dans mon portefeuille, l'ensemble de toutes mes positions va me donner un certain delta qu'on peut représenter comme étant le nombre d'actions sous-jacents que je détiens ou que j'ai vendues dans mon portefeuille. Donc, si j'ai un delta positif, par exemple, de 1000 actions, eh bien, chaque hausse de 1 dollar dans le prix du titre va me donner l'équivalent d'une hausse donc de 1000 actions, donc de 1000 dollars de profit, par exemple. Si j'ai un delta négatif de 1000, donc l'équivalent d'une vente à découvert de 1000 actions dans mon portefeuille, donc une baisse de 1 dollar dans le prix du titre devrait me générer un profit de 1000 dollars dans mon portefeuille. Donc, le mainteneur de marché va essayer d'avoir un delta qui va être représentatif de ses vues par rapport au marché. Comme n'importe quel investisseur, le mainteneur de marché peut également avoir un biais directionnel à la hausse ou à la baisse et il va orienter ses stratégies en fonction de ses objectifs. Donc, c'est un participant au marché comme vous et moi et comme tous les autres intervenants dans le marché. Donc, lorsqu'on pense que les mainteneurs de marché manipulent les cours, par exemple, en fonction de leurs propres intérêts, rappelons que, comme investisseur, eh bien, on a un certain contrôle sur ce qu'on va faire. Et donc, ça, c'est indépendant de ce que le mainteneur de marché peut penser. Donc, le mainteneur de marché peut penser que le titre va augmenter, mais l'ensemble du marché pense le contraire. Eh bien, les prix vont s'ajuster en conséquence. C'est-à-dire que nous, comme investisseurs, on va contrôler nos objectifs de placement, on a nos propres anticipations directionnelles, on va mettre en place nos propres stratégies d'investissement, puis on est en mesure de gérer notre risque et notre capital. Et donc, on va intervenir sur le marché et le mainteneur de marché ne fait que fournir la liquidité au marché. Ça, c'est bien important de bien comprendre de penser qu'un mainteneur de marché peut manipuler les cours, augmenter les prix, les baisser sans l'accord du marché. C'est très peu probable que ça se fasse. Parce que si le mainteneur de marché se trompe dans son évaluation, les autres investisseurs vont essayer d'en tirer avantage pour leurs propres intérêts. Donc, par exemple, si je pensais que le marché va monter, puis j'augmente la valeur des calls et je baisse la valeur des puts, eh bien, les stratégies qui peuvent se faire à ce moment-là, c'est d'acheter des puts et de vendre des calls pour essayer de tirer avantage de ça. Donc, ici, on entre dans ce qu'on appelle la parité call-put. C'est un des fondements même de l'évaluation des options. Donc, c'est un sujet qu'on pourrait discuter à part, mais qui fait en sorte qu'un mainteneur de marché ne pourrait pas faire ça sans se faire punir par les autres investisseurs ou intervenants du marché qui seraient au fait de cette notion-là de la parité call-put, par exemple. Donc, les prix sont habituellement en ligne, donc ajustés. Maintenant, une autre idée qui est véhiculée à propos de la valeur des options à leur échéance. Donc, souvent des idées préconçues à ce niveau-là. Donc, on va essayer d'éclaircir ce point-là. Donc, il est souvent mentionné que la majorité des options vient à échéance sans valeur. C'est vrai et c'est pas vrai. Donc, c'est jamais aussi clair que ça peut paraître. Donc, tout d'abord, examinons qu'une option aura de la valeur à l'échéance en fonction de son prix de levée. Donc, reprenons un petit tableau ici où là, j'ai pris, dans le fond, les options, mais en termes de les options précédemment vues, mais en termes de leur probabilité d'exercice à l'échéance. Donc, prix du titre de 100 prix de levée de 80, 90, 100, 110 et 120. Ce sont des options d'achat. Leur probabilité, ici, d'une option avec un prix de levée de 80, c'est 85 de probabilité que cette option-là soit exercée à l'échéance. Si on prend, ça, c'est une option d'achat. Et donc, si on prend l'option de vente, donc je n'ai pas inclus l'option de vente, mais si on prend l'option de vente, eh bien, la totalité, la somme des deux, nous donne 100 C'est-à-dire que si j'ai 85 de chances que l'option d'achat ait de la valeur, soit exercée à l'échéance, eh bien, j'ai 15 de chances que l'option de vente soit sans valeur. En fait, soit ait de la valeur. Il y a seulement 15 Et donc, 85 que l'option de vente n'ait pas de valeur. Donc, on va se contenter de regarder le côté de la probabilité que l'option ait de la valeur. Donc, il y a 85 de chances que l'option d'achat avec un prix de levée de 80 ait de la valeur à l'échéance, donc qu'elle soit exercée.
Et donc, il y a seulement 15 de chances que l'option de vente en ait. Maintenant, pour l'option avec un prix de levée de 90, on a à peu près 71 de chances que cette option-là ait de la valeur et donc 29 de chances que l'option de vente en ait. Pour l'option en parité ici, donc on a à peu près 57 Donc, rappelons que de manière générale, là, si on vous demande une option en parité, combien de chances d'avoir de la valeur à l'échéance, ça tourne aux alentours de 50 donc dans ce cas-ci, c'est à peu près 56-57 de chance. Donc, ça va dans plus ou moins 10 là. Ça tourne dans ces eaux-là. Une option avec un prix levé de 110, c'est à peu près 41 Une option avec un prix levé de 20. Et ça, c'est pour ce cas en particulier, parce qu'on ne peut pas dire que toutes les options, donc si on prenait toutes les options inscrites, est-ce qu'elles auraient toutes la même chance, la même probabilité d'être à l'échéance avec de la valeur? Non. C'est pour un cas en particulier avec des variables bien définies. Donc, ici, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, prix du titre à 100 avec une échéance d'une année, parce qu'il y a une variable de volatilité qu'il faut inscrire dans ça, les taux d'intérêt et tout ça. Ça peut faire changer d'une option à l'autre. Dans ce cas-ci, ce sont des probabilités qui sont reflétées par les variables que j'ai inscrites dans le modèle d'évaluation. Et ici, pour une option avec un prix levé de 120, on a 29 de chance ou à peu près 30 de chance que cette option-là ait de la valeur. Donc, de dire que toutes les options ou que la majorité des options vient à échéance sans valeur, eh bien, il faut comprendre pourquoi. Supposons qu'on a, par exemple, 10 options d'achat pour chacun des prix de levée, puis on a 10 options pour les prix de levée pour les options de vente également. Donc, on a une somme égale, on a 10, 20, 30, 40, 50 options d'achat, puis on a 50 options de vente également qui sont en circulation sur le marché. Si on garde ces options-là jusqu'à l'échéance, eh bien, on ne peut pas à la fois avoir une option d'achat en jeu et sur le même prix de levée, avoir une option de vente en jeu. C'est donc dire que si on garde les options, donc si le prix du titre ne bouge pas, eh bien, l'option va arriver à échéance ici à 100 Cette option-là n'aura pas de valeur. Celle-là non plus, celle-là non plus. Ça veut dire qu'on va perdre ici, il y a 10 options d'achat, 10 options de vente, donc on a 20, 40, 60. Il y a 60 des options qui vont venir à échéance sans valeur. Donc, seulement 40. Donc, ici, il y aura 10, 20. Donc, ici, on va avoir seulement 10 à 20 et plus 10 options d'achat qui auront de la valeur. Les 20 autres options de vente vont être sans valeur. C'est-à-dire que là, dans le fond, on aura 20 seulement des options qui vont venir à échéance avec de la valeur. Donc, si on a une distribution uniforme du volume des options sur toutes les options, eh bien, on peut penser ici qu'on aura seulement 20 de toutes les options qu'on avait qui vont venir à échéance sans valeur. Donc, ça dépend du prix levé par rapport au prix du titre. Si le prix du titre augmente et s'en va au-delà de 120, que va-t-il arriver? Eh bien, toutes les options d'achat vont être avec de la valeur, toutes les options de vente sans valeur, et donc on aura 50 des options qui auront de la valeur. Donc, au mieux, on pourra avoir 50 des options qui arrivent à échéance avec de la valeur. Puis au pire, on pourrait avoir, comme on l'a vu ici à peu près, là, donc ça peut tourner avec seulement 20 des options qui avaient de la valeur dans ce cas-ci. Donc, vous voyez que ça dépend du prix d'exercice et de la probabilité que l'option soit en jeu à l'échéance. Ça aura un impact sur. Mais il y a des statistiques qui ont été cumulées. Donc, prenons des statistiques mélangées entre la Corporation canadienne de compensation des produits dérivés, qu'on appelle la CDCC, et la Chicago Board Option Exchange, qu'on appelle la CBOE, pour ceux qui connaissent cette bourse-là. Donc, en 2017, selon la CDCC, il y a 13 des options seulement qui ont été exercées à l'échéance. Donc, il faut d'abord comprendre que les utilisateurs des options, donc, la très grande majorité ne veut pas prendre possession des actions. Parce qu'on achète des options d'achat, mais la majorité des investisseurs, on va les revendre, ces options-là. Et donc, si on avait 100 options en circulation avant l'échéance, il est possible qu'on arrive à l'échéance
et qu'il n'en reste plus que 20, qu'un 20 par exemple, ou 13 Donc, et celles-là seront exercées peut-être à l'échéance. Vous voyez, c'est que la majorité des investisseurs vont liquider leur position. Donc, sur les 100 options qu'on avait, eh bien, il y aura peut-être 80 de ces options-là et plus, même 90 qui vont être liquidées à l'échéance. Et là-dessus, il y en a un paquet qui ne seront pas liquidés parce qu'ils n'auront pas de valeur, mais parmi les options qui auront de la valeur, on va les revendre au lieu de les exercer. Et donc, en 2017, il y a seulement 13 des options qui ont été exercées à l'échéance. Et selon la Chicago Board Option Exchange, selon une grande récolte de statistiques sur plusieurs années, 60 des options sont liquidées avant l'échéance. Il y en a 30 seulement qui viennent à l'échéance en valeur. Ça veut dire que le 10 qui vient, donc sur les statistiques de la CBOE, il y a seulement à peu près 10 des options qui sont exercées à l'échéance et qui est en lien avec les statistiques canadiennes, à l'effet qu'on a seulement 13 des options qui ont été exercées à l'échéance. Il y a souvent aussi des idées qui sont préconçues au niveau de la vente d'options d'achat couvertes. Rappelons que la vente d'options d'achat couvertes, c'est une stratégie qui est souvent la première stratégie qui est mise en place par des investisseurs qui veulent commencer à négocier des options et donc qui consiste à détenir des actions et à vendre une option d'achat. Lorsque je vends une option d'achat, rappelons que je m'engage à vendre mes actions au prix de levée que j'aurai choisi. Donc, je détiens des actions, je vends une option d'achat avec un certain prix de levée, je m'engage donc à vendre mes actions à ce prix de levée, j'encaisse une prime. Cette prime va me procurer un rendement, sur la détention de mes actions parce qu'il est possible que le titre n'augmente pas au-delà du prix de levée et que cette option-là vienne à échéance en valeur et que je ne sois pas forcé de vendre mes actions. Donc, ça, c'est la stratégie qu'on met en place qui nous donne ce profil de profits et pertes qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire que j'ai un potentiel de gain. Donc, en fonction, ici, là, donc, si le prix du titre est égal à 100 j'ai vendu une option d'achat en rouge avec une certaine prime, avec un prix d'exercice de 100 eh bien, on voit que mon potentiel de profit, là, donc je vais faire des profits jusqu'à ce qu'on atteigne, dans le fond, mon prix de levée. Donc, j'ai une certaine limite. Donc, ici, je m'engage à vendre mes actions à 100 et je détiens les actions à 100. Donc, dans le fond, je ne fais pas de profit avec mon titre. Et le profit qui sera généré, c'est la prime que j'aurai encaissée. Donc, cette prime-là, ici, la différence. Donc, j'ai un 10 de prime que j'ai encaissé. Eh bien, mon profit va jusqu'à 110 eh bien, je vais générer un profit et ensuite, je vais arrêter de faire un profit. Donc, on voit bien que mon potentiel de profit, c'est 10 mais à partir du prix d'exercice, donc de 100 je ne peux pas faire plus que 10 de profit. Et je suis exposé à des pertes. Pourquoi? Parce que, dans le fond, je vais perdre dans la stratégie. Donc, encore une fois, 100 moins les 10 que j'ai encaissé à partir de 90 On voit le profil de profits et pertes de la vente d'options d'achat couvert. Et donc, il y a des idées préconçues qui nous disent que la vente d'options d'achat couverte est sous-performante. Pourquoi? Parce qu'on limite notre potentiel de gain. Donc, ça peut être vrai dans certains cas et faux dans d'autres. Encore une fois, il n'y a pas de critères bien précis qui peuvent dire que oui, c'est toujours vrai ou c'est toujours faux. Ça dépend du contexte, mais on peut regarder quand même de manière générale l'ensemble de cette stratégie-là, le rendement que ça peut être choisi. Mais donc, le résultat de la stratégie va être dépendant de l'environnement de marché dans lequel on va se trouver, du titre qu'on va avoir choisi également et de la gestion de la position, de quelle manière on va gérer cette position-là. Est-ce qu'on va faire une stratégie ponctuelle? Donc, on va choisir une fois de temps en temps de vendre des options ou seulement quand on veut vendre nos actions nous-mêmes? Ou simplement quand certaines conditions sont bien identifiées, présentes, à ce moment-là, on va vendre une option d'achat sur nos titres. Donc, il y a plusieurs façons d'établir cette stratégie-là. Et aussi, on peut le faire de manière récurrente, ce qu'on appelle faire une campagne de vente d'options d'achat sur nos titres, donc qui va être mensuelle, par exemple, là, qui va être récurrente. On va toujours faire la stratégie
mettre en place cette stratégie de vente d'options d'achat couverte. À cet égard, voici l'indice MCWX de la Bourse de Montréal, c'est-à-dire c'est l'indice de la vente d'options d'achat couverte sur le fonds négocié en bourse XIU, donc qui porte sur le fonds eShares S&P TSX 60, c'est-à-dire le fonds XIU qui réplique les rendements de l'indice S&P TSX 60. C'est un indice qui a été créé par la Bourse de Montréal et qui a été mis en place. Donc, on a les statistiques depuis le 4 octobre 1999. Et donc, ici, on voit l'évolution du 4 octobre 1999 au 2 mars 2018. Et donc, avec un indice de 100 au départ, on voit les deux indices créés, un qui représente l'indice MCWX en rouge et le fonds négocié en bourse XIU en bleu. Et donc, on observe sur la période que l'indice MCWX a mieux performé sur l'ensemble de la période en générant un rendement de 141 %, alors que le rendement sur le XIU est de 119 %. Donc, ici, on a l'établissement de la vente d'options d'achat couvertes à tous les mois, donc à chaque échéance, donc sur une durée de 30 jours, une option à parité sur le XIU qui est renouvelée de mois en mois sur toute cette période-là, nous a généré un meilleur rendement sur la totalité de la période. Avec beaucoup moins de volatilité, de fluctuation dans les rendements, comme on peut le constater sur le XIU, on voit que la volatilité est beaucoup plus importante sur le XIU que sur l'indice MCWX. On peut observer également que durant certaines périodes, donc, par exemple, à partir du creux de 2002 jusqu'en 2008, la performance était beaucoup plus importante, de beaucoup supérieure, donc en détenant le XIU qu'en détenant l'indice MCWX. Donc, il arrive par période donnée qu'il est préférable de détenir le XIU. Bon, idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est acheter en 2002, vendre en 2008, ensuite acheter en 2009 et garder la position. Par exemple, donc à chaque sommet et acheter à chaque creux. Ça serait l'idéal. Mais à défaut de pouvoir prédire l'avenir, observons une stratégie passive comme celle-là, active mais passive, dans le sens où on ne fait que renouveler la stratégie, on garde la stratégie comme ça, sans la gérer de manière directionnelle. Eh bien, on va tirer notre épingle du jeu en ayant, sur une longue période, on va réussir à battre l'indice sous-jacent, donc ici le fonds négocié en bourse XIU, en ayant beaucoup moins de volatilité. Bon, comme j'ai mentionné, par contre, en certaines périodes, il est préférable de détenir le XIU. Donc, par exemple, de 2002 à 2008, on l'a mentionné, mais à partir de 2009 jusqu'à aujourd'hui, il est préférable de détenir le XIU en termes de rendement jusqu'au 2 mars. Mais si on prend la fluctuation des rendements, par contre, on remarque que, oui, on a fait seulement que 83 % de rendement avec l'indice MCWX, mais regardez, avec beaucoup moins de volatilité dans les rendements, beaucoup moins de risques que la simple détention du XIU qui vraiment nous amène en montagne russe, nous crée beaucoup d'émotions si on veut détenir cette position-là. Donc, ça dépend toujours de nos choix, de nos objectifs, des objectifs qu'on a en place, mais donc la stratégie vente d'options d'achat couverte n'est pas aussi sous-performante qu'on pourrait le penser. Cependant, oui, sur certaines périodes, il peut arriver que cette stratégie-là soit sous-performante et qu'il soit préférable de détenir l'actif sous-jacent. Mais une des raisons pour lesquelles les investisseurs vont négliger cette stratégie-là, c'est pourquoi? Parce que ça nous prend une certaine discipline pour garder une stratégie à long terme. Et donc, souvent, par exemple, le fait que la stratégie sous-performe, si on l'avait mis en place depuis 2009, eh bien, on va être tenté d'arrêter de faire la stratégie en se disant, bien oui, mais là, regardez, depuis 2009, j'aurais été mieux de détenir le XIU, ça ne marche pas, cette stratégie-là, j'arrête et je fais. Donc, il est préférable, lorsqu'on établit une certaine stratégie, de savoir pourquoi on le fait. Et ensuite,
d'isoler les stratégies entre elles et de regarder, par exemple, à établir une autre stratégie, de dire, bien là, oui, je veux mettre un peu plus d'emphase sur une autre stratégie qui est de détenir le XCU tout simplement, mais je garde aussi la stratégie vente d'options d'achat couverte parce que ça vient réduire les risques de mon portefeuille et donc ce qu'on appelle la diversification stratégique qui nous permet justement de tirer avantage de certaines stratégies et de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier en mettant des stratégies différentes. Donc voilà ce qui conclut ce qu'on avait à voir au sujet de la négociation des options, mythes et réalité. J'espère que ça vous aura éclairé un peu sur les différentes facettes, les différents mythes qui peuvent être véhiculés dans le monde des options. Et sur ce, bien, écoutez, je vous invite à consulter le site de la Bourse de Montréal pour y trouver toutes les ressources mises à votre disposition au niveau du volet éducatif. Donc, vous, en cliquant sur le volet éducation, vous pourrez trouver des capsules vidéo et des séminaires déjà enregistrés en archive, des guides et des stratégies, un bulletin d'options des investisseurs, le blog sur les options ça-compte.ca, où j'ai le plaisir de contribuer sur une base mensuelle. Calculateur d'options et simulateur de négociation. Le simulateur de négociation, je vous invite fortement à vous ouvrir un compte sur le simulateur de négociation pour pouvoir vous construire un portefeuille fictif et mettre en place et tester vos stratégies avant de les mettre dans le marché pour vrai. Et finalement, idées et négociations d'options que vous allez trouver par le biais de le logiciel Internet web Options Play que la Bourse de Montréal met à votre disposition. Vous y trouverez plusieurs idées de négociation, plusieurs analyses au niveau technique et au niveau des stratégies d'options qui vous sont offertes. Donc, sur ce, écoutez, mon nom est Martin Noël au nom de la Bourse de Montréal. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir été là. Et si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Et si vous en avez, par exemple, un peu plus tard, n'hésitez pas à le faire, à le soumettre et ça nous fera plaisir d'y répondre un petit peu plus tard. Sur ce, bien, bonne fin de journée.